Bonjour les héros. Alors aujourd'hui, on va vous parler du nouveau tome du Chroniqueur de la Tour. Alors, Ici présent. On a déjà fait le premier qui est là-bas, 1515, 1519. On a fait... Bon non, les autres, on les a pas fait, je crois. Mais c'est pas grave. Oh, ouais. C'est pas grave. Donc voilà, donc on est à combien de tomes là? C'est le tome 6. Donc il y aura 3 trilogies en fait. Et donc là, c'est le dernier tome de la deuxième trilogie. Et c'est lourd, hein. Franchement. Il s'en passe des choses. Et ben c'est parti. Bon allez, générique. C'est parti. Explique vite fait ce que c'est, l'histoire de... Pas de ce livre, mais de l'ensemble. Globalement, donc c'est l'histoire de la Renaissance, du règne de François Ier, re-racontée avec des éléments fantastiques. Et à cette époque-là, les gens croyaient sincèrement aux licornes, aux anges. Donc on se met finalement dans leur univers mental, hein, où il n'y avait pas vraiment de frontière entre nous, ce qu'on appelle la réalité, et puis les mythes, le fantastique. Et donc vous avez des créatures fantastiques qui sont là, auxquelles les gens croyaient sincèrement, ou qu'ils ont choisi comme symbole, comme l'aigle à 2 têtes des Habsbourg, ou la salamandre qui crache des flammes de François Ier. C'est interprété littéralement, c'est plus des symboles, ils sont là et ils sont actifs et ont un rôle important dans l'histoire. Et puis on les aime bien, enfin moi la salamandre je l'adore. Voilà, oui, elle a un petit côté rebelle, un petit côté... Alors, elle suit un petit peu la psychologie de François Ier, elle est un peu son alter ego, finalement. On a mal au cœur quand elle est blessée. Oui, c'est vrai. Dans quel tome c'était, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Ça doit être dans le tome 2. Brûlée, je crois. Oui, dans le tome 2, oui. Donc, c'est vrai qu'on a un peu de peine pour elle, parce que, en fait, tu arrives à faire vivre ces animaux emblèmes, parce que Charles Quint, c'est l'aigle à 2 têtes, mais tu arrives à leur donner une vie, c'est comme un animal de compagnie, en fait. Exactement, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est génial, parce que tu as pris une histoire réelle du monde, de la Renaissance, et t'en as fait quelque chose de fantastique. Et ça, c'est ça que j'adore dans cette série de livres. Ça peut jouer sur les 2 tableaux. On s'amuse avec les choses fantastiques, mais on apprend aussi de l'histoire, de ce qui s'est passé, réellement. Tu te souviens, au début, je te disais à chaque fois que j'allais vérifier, c'était vrai. Et en fait, oui, il y a des trucs de dingos quand même. Hein. Voilà. Et en fait, tu te dis, c'est pas possible. Mais c'est Game of Thrones, en fait. En fait, ça existe vraiment, Game of Thrones. Oui, exactement. Et donc, ça redonne envie aux gens de se replonger dans l'histoire, en fait, voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, dans ce tome-là, alors, il y a sur la couverture, donc c'est un lion avec une couronne et qui a des dents assez encore plus développées que d'habitude. C'est Henri VIII, qui est le roi d'Angleterre, et donc c'est un lion vampire. Pas du tout sympa. Alors là, on parlait de Breaking Bad un petit peu avant. Là, c'est vraiment Henri VIII qui devient bad, mais vraiment bad. Hein. Déjà, c'était pas génial, mais là, vraiment Breaking Bad. Donc c'est l'année notamment 1536 où vraiment de manière historique, il a vraiment pété un câble. Déjà, c'était pas grandiose, hein. Mais là, il a vraiment pété un câble. Donc je vais pas vous raconter l'histoire, mais et spoiler le livre, mais de manière réelle, cette année-là a été particulièrement terrible en Angleterre du fait du comportement d'Henri VIII et de ce qu'il va faire à sa reine du moment, parce qu'il y a eu une succession de reines, et là, donc c'est Anne Boleyn, sa reine. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire des Tudors, vous voyez à peu près ce qui va lui arriver à la pauvre Anne. Alors imaginez en mode fantasy, mode Game of Thrones. Je sais pas ce que tu vas nous sortir. Voilà, ça va se passer de manière assez particulière, et la raison pour laquelle la pauvre Anne va mal finir est pas tout à fait la même chose que dans la réalité, justement. Donc il y a des petites surprises. Il y aura des petites surprises. Mais on parle quand même parce que le thème général de tous tes livres, c'est quand même François Ier. Alors c'est François Ier, voilà, mais c'est quand même un des pions sur l'échiquier. Enfin, un des rois sur un échiquier où il y a plusieurs rois, hein, et donc ça a toujours été le jeu des trônes entre François Ier, Charles Quint l'empereur, Henri VIII qui est un peu moins puissant mais qui s'allie à l'un ou à l'autre selon ce qu'il arrange, le pape Soleiman le Magnifique qui veut donc contrôler tout l'Est. Soleiman est toujours là, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment l'Europe qui est un échiquier et où il y a
tout un tas de puissances qui essayent d'en contrôler une partie. Donc ça se joue à cette échelle-là. Et donc dans ce 6e tome, c'est quand même Henri VIII qui est le Alors un des points centraux, et le thème central de ce livre, c'est la famille. En fait, hein, c'est les liens familiaux, donc ça s'appelle les liens. Le sous-titre, c'est les liens du sang. Donc c'est les Henri VIII, hein, la famille. On va voir justement. À part qu'il voulait un fils. Hein, voilà. Donc il y a toutes les histoires de filiation, d'héritage, de l'importance des dynasties, des relations dans la famille, qui est le vrai père. Voilà. Donc tout ça va se cristalliser. C'est vraiment le thème commun sur la famille, les liens du sang, pour le meilleur et pour le pire, justement. Mon personnage favori, tu le sais, hein, c'est Anne de Montmorency. Anne de Montmorency, ce qui est Anne de Montmorency, mais il a voulu lui rajouter un chromosome Y. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, en fait, ce qui s'est passé, oui, mais beaucoup moins. C'est le connétable. Le connétable, voilà, c'est le chef des armées et qui est un des personnages. Alors, de François Ier. Donc, il y a des personnages gris clair et gris foncé. Lui, il est très très gris clair. Alors, en fait, il était présent de manière importante, mais il s'est passé quelque chose que c'est la première fois que j'ai dû le faire. Il y a toute une intrigue que j'ai repoussée au tome 7. D'accord. Parce que sinon, ça faisait trop, ça diluait trop. C'était quelque chose qui devait arriver dans le dernier quart du bouquin. Et ça faisait too much, et ça diluait la fin qui était vraiment avec les intrigues qui étaient déjà démarrées. Et donc, c'est une des intrigues, il y a beaucoup Anne de Montmorency. Donc, en fait, il est un petit peu là. Mais par contre, le début du tome 7, pour le coup, il sera massivement là. D'accord. Et il aura vraiment son moment à lui. Mais voilà, c'était prévu dans le tome 6, mais j'ai dû changer, sinon ça aurait été trop gros, trop touffu. Il faut être raisonnable. Donc, tome 7. Je vous conseille de lire déjà 1515 si vous n'avez jamais commencé la série de livres. Le premier tome. Parce que vraiment, c'est intéressant de commencer par le début. Et puis pour ceux qui ont déjà lu, parce que je sais que tu as beaucoup de lecteurs. Voilà, d'avancer dans les tomes. Très positives, hein. Franchement, à chaque fois que les gens lisent tes livres et font une critique, c'est toujours positif. Et ça, c'est vraiment admirable. Et puis, allez-y, hein, si vous avez déjà lu les autres tomes, foncez. Voilà, merci. À bientôt, chroniqueur de la Tour. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter. Allez-y à fond. Voilà, merci. Bisous. De toute façon, il reste 31 minutes, après il n'y a plus de place. Non mais ça, on va faire court. Hein. Après, j'ai faim, moi. T'as pas faim? Si, j'ai très faim. Et j'ai cramé les pommes de terre. C'est pas grave, j'aime bien quand c'est cramé. Ouais, c'est bien. J'aurais un cancer du côlon, mais moi j'arrête de manger des trucs cramés. J'aime bien.